Monsieur Yaba. Bonjour, monsieur Yaba. Bonjour, monsieur. Jean-Blaise Gouette, Monsieur Yaba. le prochain président au Cameroun. Voilà. Enchanté. J'espère que vous viendrez, avec votre expérience que vous avez ici, on viendra vous arracher d'ici, on va venir vous accompagner. Merci. Merci Bonne beaucoup, journée. monsieur Yaba. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Alors, président, comme vous l'expliquez, ici on est sur le plateau administratif. Vous avez la direction générale, de l'autre côté vous avez les services d'information. Il y a une quarantaine de personnes qui gèrent toute l'informatique. L'informatique est un élément primordial Tout à fait. dans un hôpital. D'ailleurs, vous l'expliquez, on a subi une cyberattaque il y a 2 ans. Ça a mis l'hôpital à l'arrêt. On a surréagi, on est repassé au papier. Au bout d'un mois, on a réussi à reprendre de l'activité, mais c'était très très compliqué. Vous avez ici ça parce qu'on peut avoir, à l'instant on notifie des marchés des entreprises, les entreprises peuvent nous demander, mais il n'y a pas d'équité. Donc ils sont garants de l'équité des marchés publics. C'est une cellule qui est primordiale ici. On travaille, nous les services techniques, on travaille en permanence avec ces personnes-là et qui sont appuyées par toute une cellule juridique. Parce que vous êtes confronté obligatoirement à des problèmes juridiques, donc on est obligé d'avoir des gens qui défendent l'hôpital et l'intérêt de l'hôpital. L'hôpital, c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour soigner la population, mais c'est pas fait non plus pour en perdre. Tout à fait. Voilà. Pour pallier aussi, ce que je voulais vous dire, pour pallier au problème d'infirmières, d'aides-soignants, on a pris l'initiative à une époque de construire ce qu'on appelle un institut des soins infirmiers qui est construit juste à l'entrée de l'hôpital, qui permet de former 700 personnes sur les périodes de 2 ans. Ça, c'est ce que vous disait le directeur, l'éducation, la formation est primordiale dans le fonctionnement. Alors que ce soit dans un hôpital ou dans d'autres secteurs d'activité, bien entendu. Vous pouvez vous tromper sur un moteur de voiture, ça ne posera pas de problème, elle ne démarrera pas, mais vous ne vous trompez pas sur le soigner vous n'avez pas le droit. Donc ces formations sont très très pointues. Les services de communication ici. Et une fois que ces personnes sont formées, au bout de 2 ans, elles sont recrutées. Alors, il y a des contrats. Ok. On fait des contrats. Si par exemple, on aide à la formation, c'est-à-dire qu'il y a des bourses, tout ça, mais on passe des contrats avec les gens en disant ok, on va vous aider, on va vous former pendant 2 ou 3 ans, en fonction de ce qu'ils ont choisi comme secteur. Mais par contre, vous engagez à travailler pour l'hôpital pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. C'est ça. Et ensuite, vous avez liberté de bouger. Vous ne pouvez pas former des gens gratuitement pour qu'ensuite ils aillent travailler ailleurs. On est d'accord sur le principe. C'est des conventions. Tout ça, c'est tous les services de comptabilité. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc voilà, simplement ton poste. C'est quoi ton poste? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis directeur des achats, de la logistique, des investissements, du patrimoine et de la sécurité pour la direction commune. Donc en gros, mon travail est assez facile puisque j'ai que des gens super bons, excellents dans leur domaine. Et voilà, j'essaie de les aider un petit peu, de coordonner l'ensemble, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais quand on a des gens compétents, je dois avouer que c'est assez facile. Tout à fait. C'est pas du tout un poste facile. On ne parlait pas ça. C'est quelqu'un de très gentil. Vous avez M. Faoundès qui est extrêmement compétent. Donc, construire l'Afrique demain, il faut qu'on soit accompagné des gens bons et très bons. Donc, mais bonne pioche. c'est pas anodin. Bonne pioche. Merci pour le coup, alors j'ai moins d'expérience en Afrique qu'Alain, ça c'est une certitude, mais là j'ai passé 4 mois en Côte d'Ivoire, parce que dans une précédente vie j'étais un peu militaire. Et du coup, j'avais travaillé pour la direction interarmée du service de santé des armées sur le camp de Port-Bouët. Okay. Et donc avec toute l'assistance médicale à la population. Mais en tout cas, bonne pioche. De toute façon, on aura certainement besoin de vous, puisque Alain, quels que soient les cas, il viendra depuis aujourd'hui aussi, il est mon conseiller spécial. Voilà, tout ce qui est
infrastructures sanitaires. Voilà, donc je pense qu'il n'aura besoin que de ceux avec qui il a travaillé et qui pourront nous apporter quelque chose. Alain a également un super réseau, enfin, j'ai aucune inquiétude, je le pratique depuis 1 an. Il n'y a aucun problème, avec Alain il n'y a que des solutions. Ils exagèrent toujours un peu. Faut prendre. Ça c'est le service de comptabilité de Sophie. Ça c'est tous nos contrôleurs techniques. Ok. Je suis spécialisé des contrôleurs techniques. On va sortir. Vous avez l'imagerie médicale, vous avez le scanner. Oui, ça fait 3 ans, c'est le 9 février. Procréation. Je vous fais un petit speech, je vous résume un petit peu. Donc nous... On peut filmer, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Je prends mon ventre. Alors, donc ici on a, avec M. Richter qui était en charge, à l'époque, c'est il y a 3 ans, on a ouvert ce centre de PMA ici. Donc vous allez voir, on a créé un centre assez moderne, un centre, on va dire, clinico-biologique. On a à la fois la partie biologie et les gynécologues ici. Moi je suis biologiste de la reproduction et ici on a aussi les gynécologues qui consultent ici. Donc on a une espèce de prise en charge globale où la patientèle, elle voit un petit peu tout le monde ici. Donc on est organisé sur 500 mètres carrés. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait avec un beau travail de collaboration avec les services techniques. C'est important parce que c'est assez technique quand même. C'est assez technique, il y a un bloc opératoire, il y a des choses. Tout ça, il faut bien comprendre que ça ne peut pas se faire, le service technique ne peuvent pas réaliser un tel service si on n'a pas la connaissance, l'appui des médecins-chefs, des cadres de santé qui s'occupent de ça. Sans leur soutien, parce que c'est des soutiens actifs, hein, c'est pas des gens qui disent qu'il faut faire ça, ils sont là tous les jours. C'est ce qui nous permet d'arriver à créer ce type de service. Si on n'arrive pas à créer une osmose entre les services techniques, c'est très différent entre de la médecine et des services techniques. Il faut que tout le monde soit autour de la table pour pouvoir arriver à aboutir sur ce genre de résultats. Voilà, donc là c'était la partie, là, vous êtes passé devant un accueil secrétariat qui est un accueil commun, donc qui est commun à tout ce qu'on fait ici, au gynéco, au bio. Donc c'est vraiment la première chose que voient les patients, c'est vraiment important d'avoir ça. Là c'est plus la partie, comme je le disais, bureau de consultation. On a aussi une sage-femme qui fait les échographies ici. Puis là on va passer sur la partie... Merci. On va faire tous les actes. Nous, notre partie, en fait, c'est les actes de biologie de la reproduction. Vous avez dû entendre parler, bien sûr, des fécondations in vitro, des techniques de Dixie, d'insémination, etc. Donc, je sais que vous avez des beaux centres à Douala. À Yaoundé. Et Yaoundé. J'ai re-regardé, mais je savais qu'il y avait des beaux centres. La clinique de l'aéroport. Exact. Voilà. Avec Dr Sandion. Oui, il est plus que connu. Et voilà, donc ici, c'est tous les actes de biologie de la reproduction qui vont se faire un peu en fin de parcours. C'est-à-dire que les patients vont avoir les patients vont avoir un parcours de diagnostic. Après, on décide un peu ce qu'on va faire pour les aider à obtenir la grossesse. Et nous, on arrive
en amont, mais aussi finalement au moment de la prise en charge pour la fécondation in vitro. Donc les deux parties qui sont importantes dans un centre, c'est beaucoup le laboratoire, puisqu'on doit avoir des conditions environnementales qui soient vraiment adéquates. Et donc là, il y a un gros travail qui a été fait avec les services techniques. Nous, on était un peu, je ne sais pas si on dit donneur d'ordre, mais on avait nos exigences. Donc ça va être des exigences classiques de bloc opératoire, de surpression, de choses comme ça, de traitement d'air. Et on a des exigences particulières qui se rajoutent. C'est des exigences aussi de pollution liées, on va dire, aux composés organovolatiles. Donc tout ce qui vient de la circulation, du benzène qu'il y a dans les pétroles, etc. Et ça, il faut vraiment faire, c'est un élément très important pour la poursuite d'un travail efficace. Parce qu'en fait, tout ce qui est embryon, etc., et gamètes, c'est des cellules qui ne sont pas du tout protégées, en fait. Donc on ne se rend pas compte, mais tout ça, ça va être au contact, et c'est vraiment important d'avoir ça. Alors, donc ça devient technique, c'est là où entrent en jeu ceux qui vont construire les centres, c'est d'avoir des bons fils, de mettre en chose des bonnes places pour que ce soit fait. Donc là, je vous propose, si vous voulez, et j'ai aussi une autre partie qui est importante et de plus en plus importante, c'est ce qu'on appelle la salle de cryoconservation. C'est là où on conserve les gamètes, spermatozoïdes, embryons, spermatozoïdes, ovules, embryons, voire fragments ovariens. On peut faire ça aussi chez les femmes quand elles ont un traitement qui peut être aussi toxique. Donc pour préserver la fertilité. Chez l'homme, on va préserver la fertilité possiblement jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc ça, c'est les règles en France. 60 ans. Chez la femme, c'est jusqu'à 43 ans. Donc ça peut être des conservations qui sont très longues. On peut conserver à 18 ans jusqu'à 60 ans ou 14 ans jusqu'à 43 ans. Donc c'est là où on doit aussi avoir des bonnes conditions de conservation, avec s'assurer qu'il n'y a pas de soucis, etc. Donc c'est là où on rentre en jeu aussi de la technique. Voilà. Je vais vous montrer si vous voulez. Je continue ? Oui, je vous montre la salle de conservation, puis après on pourra voir un petit peu en rentrant dans le sas le laboratoire. Je vais essayer. Je laisse regarder. Là, vous avez la plus grande salle de la région parisienne, dans les une très belle salle, où en fait on va conserver donc les spécimens, ce que j'ai dit, ovules, spermatozoïdes, embryons, on va les conserver dans ces cubes-là. C'est conservé dans l'azote liquide. L'azote liquide, c'est à moins 187 degrés, donc très froid. C'est conservé, et donc une salle, en fait, elle va avoir des critères pour être éligible à cela. À la fois là c'est du traitement d'air, mais il faut être, voilà les gros tuyaux là, c'est être capable d'avoir un renouvellement d'air assez important. Parce qu'en fait l'azote, là on est rentré, il n'y a pas de risque pour nous parce que tout est géré. Mais l'azote, en fait, c'est un liquide, quand il passe à l'état gazeux, il va remplacer l'oxygène dans l'air, et ça peut être très dangereux pour le personnel. Donc tout ça, on ne se rend pas bien compte, mais c'est une salle très technique pour ça, avec des détecteurs d'oxygène, etc. Et il y a aussi nos cuves d'embryons qui ont des systèmes de mesure de niveau, et quand il y a des alertes qui nous sont envoyées à nous, les biologistes, de façon à être sûr quand il y a un problème qu'on puisse intervenir. Et là, on a un système donc, du coup, de remplissage automatique des cuves. Et ça, quand on fait de la préservation de fertilité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place parce qu'on fait ça on ne peut pas se permettre. On ne peut pas dire à quelqu'un, 20 ans après, désolé, on a tout perdu. Tout peut arriver, mais ça, non. Voilà un petit peu dans cette salle. C'est quelque chose qui, c'est un coût, avant c'était pas le cas, on a lancé la fiche il y a longtemps,
c'était un peu sur un mode un peu artisanal, on regardait dans des cuves comme ça, il n'y avait pas forcément des problèmes. Moi j'ai eu de la chance, j'en ai jamais eu, mais ça fait rien. Et une cuve comme celle-ci, Alors ça sert à ceux-là. Alors ceux-là, c'est les cuves où on conserve. Vous avez vu, elles font 170 litres, donc c'est beaucoup d'attaques. C'est pour conserver à long terme. Ça, c'est des cuves qui nous servent, nous, de transport entre ici et le laboratoire. Quand on va soit congeler au laboratoire, on amène ici, soit on décongèle, on amène là-bas. Donc c'est le transport interne. Ça, c'est des cuves qui sont utilisées pour les patients, les couples, par exemple, qui changent de sang, qui veulent emporter leur embryon ailleurs. On a vu qu'ils sont partis sur l'île de la Réunion pour le voyage qu'ils ont fait plus long, parce que, par contre, l'étranger, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des exigences de transport, c'est même genre pas possible. Le transport, ça se fait bien, ça dure longtemps, mais c'est plus des autorisations que les agences ne donnent pas pour l'étranger. En fait, voilà. Donc par contre, le voyage sur tous les centres de France ou dans les îles lointaines, ça peut se faire sans problème. Et ça se transporte à tout. Ça peut marcher. Ça garde 7 jours à peu près. Pareil, mais il y a des contrôles. On fait des contrôles pour s'assurer que les conditions de transport sont. Voilà. C'est pas la partie plus. C'est pas, je dirais, la plus fun mais on va s'assurer de ça. Donc ça, c'est pas possible. D'ici le Cameroun. Il y a des demandes qui peuvent être faites, mais franchement, je n'ai pas l'impression. Je ne peux pas répondre à ça, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Voilà. Et les centres que nous avons à Douala, par exemple, l'aéroport, Yaoundé, il y a à peu près ça. Oui, je sais que c'est des beaux centres. C'est bien. Mais ils sont connus, vos centres. Ça ne mérite pas. Oui. Je sais pas, il y a plus que 200 Il y a peut-être le plus connu, c'est le centre de mère et enfant à Yaoundé, de Madame Chantal. D'accord. Puis sur l'aéroport, peut-être le docteur Bredbel en a aussi à Monastigo. D'accord. Vous n'êtes pas présenté. Alors, je suis Jean-Blaise Douet. Je suis certainement le futur président du Cameroun. J'ai été candidat 2 fois déjà. D'accord. Je suis en politique depuis au moins une quinzaine d'années. Voilà, donc j'ai été 2 fois candidat aux élections présidentielles. Et là, en principe, je crois qu'on a une opportunité, là, qui va être une opportunité qui est unique et historique. Parce que si on loupe cette fois-ci, c'est 2025. 2025, voilà. 2025 aussi, c'est une occasion pour apporter du renouveau un petit peu à tous les niveaux de la République. Parce que nous avons un système qui est là depuis à peu près 65 années, depuis nos indépendances. Voilà, et c'est le même système qui est là. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire et à développer. Et notamment la santé est un des axes les plus prioritaires dans ce que nous sommes en train de faire. Un centre comme celui-ci au Cameroun, il faut être riche pour avoir un enfant au Cameroun. Voilà, parce que le centre mère et enfant, et même ce qui existe à Douala, l'accès coûte assez cher. Voilà, si on peut apporter des solutions à un plus grand nombre de populations camerounaises, notamment si l'État pourrait avoir ses propres centres comme à l'image de celui-ci, ce serait très bien. Il y a des. Moi je connais un peu, j'ai contribué à quelques ouvertures en Tunisie, au Maroc, et il y a moyen de faire des choses très bien, il faut connaître. Il faut connaître les points importants. Là, franchement, on a eu beaucoup de moyens. Des choses, je ne dis pas que ce n'est pas indispensable, je ne dis pas comme ça dans le directeur, mais il y a des choses, il faut vraiment aller sur l'essentiel. L'essentiel. Il y a l'essentiel qui est indispensable, le reste qui est. Voilà. Donc c'est possible de faire des choses qui ne soient pas. On peut faire très bien, je pense vraiment, sans faire plus gros, tout à fait, très bien, en ayant des chances de succès
pensée qui soit celle. Nous, par exemple, là, quand on voit, on parle toujours de l'hôpital américain. L'hôpital américain, voilà, on a réussi à faire, je veux dire, aussi bien ou mieux. Tu vas le couvrir. Non, mais je veux dire, on peut faire des choses sans avoir. Voilà, c'est important. Il y a des points d'attention qui sont importants. J'ai contribué au lancement d'un centre privé au Maroc. Franchement, ils avaient pas une surface. C'est ça. Voilà. Et là-bas, c'est l'État ou privé? Là-bas, c'était privé. Privé. Mais il y a des choses qui sont faisables. Après, vous allez voir, il y a toujours des gens qui vont intervenir en disant il faut ce matériel, il faut ça, il faut acheter ça. C'est pas forcément toujours le cas. Et ici, c'est l'État. Ici, c'est l'État. Et la prise en charge par l'État? 100%. Ici, on est des enfants gâtés. Ok. C'est l'État qui s'en charge. C'est gratuit, ça fait partie de la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Voilà. Jusqu'à 43 ans pour la femme, jusqu'à 60 ans pour l'homme, et avec à chaque fois un certain nombre de tentatives. C'est-à-dire qu'en gros, 4 tentatives sont remboursées, fondation Vitro, mais c'est juste c'est logique, parce qu'en fait, quand ça n'a pas marché en 4 fois, franchement, il faut commencer à se poser des risques. Il n'y a pas, en médecine, on ne peut pas faire globalement. Et très souvent, vous avez quel taux de réussite? Alors, le taux de réussite, il est un peu... il faut savoir comment on va l'exprimer. Maintenant, il y a une expression qui est la meilleure expression des choses. Avant, on parlait de grossesse, pourcentage de grossesse, etc. Ce qui va compter maintenant, et c'est comme ça qu'on est un petit peu évalué, c'est le taux de grossesse d'enfants nés par tentative. Okay. En fécondation in vitro, par exemple, vous faites une stimulation de la patiente, vous allez ponctionner ces ovules, ça c'est le gynéco, on fait la fécondation in vitro et on conserve tous les embryons qui ont le potentiel de donner un bébé. Ils sont conservés, là, etc. Et les seules façons de bien dire, d'évaluer les centres, d'évaluer les pratiques, c'est combien sur 100 traitements, combien il y a d'enfants nés, en comptant les enfants qui sont nés de la tentative, plus ceux potentiellement des embryons qui ont été conservés. Les meilleurs centres actuellement, ils sont autour par tentative de 40% de naissances par. Ça c'est le vrai chiffre. Partout les gens ils disent moi j'ai 40% de grossesse, ça ne veut rien dire. Ce qui compte c'est le nombre d'enfants nés. C'est comme ça qu'on évalue. Maintenant, donc voilà un petit peu sur ça. Et ça évalue les pratiques parce que de moins en moins on transfère des embryons parce qu'on veut des enfants en bonne santé, donc c'est un à la fois. Et qu'est-ce que représente le coût de production? Je ne sais pas si je pourrais vous répondre, mais le coût de production ça dépend. Nous là on a de l'azote, ça dépend combien vous payez, parce que ça coûte assez cher. Là c'est 1 euro le litre par exemple, mais ça dépend où vous êtes. Je pense que ça va dépendre aussi des endroits et des pays, des lieux de culture. Je ne sais pas dans votre pays s'il y a des revendeurs, etc. Enfin, il y en a certainement, mais voilà. Le personnel est beaucoup moins cher dans votre pays que chez nous. Donc voilà, le coût de production. Après, c'est les techniciens aussi. Oui, bien sûr, les techniciens, oui. Mais le coût de production, il va être moins impacté chez vous par le personnel que chez nous. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui seront plus chères. Donc en fait, c'est beaucoup plus la main-d'œuvre qui coûte plus cher. En France, je pense pas. Je crois pas ça. Vu le prix que ça coûte chez vous, je pense que c'est pas la main-d'œuvre qui coûte plus cher. Comme ça. Par contre, ce qui coûte cher, c'est le laboratoire, le matériel, l'environnement, la clinique. Parce que ça, c'est le coût d'investissement matériel, ainsi de suite, c'est fait une fois. Oui, tout à fait. C'est fait une fois. Oui, bien sûr. Et puis il y a peut-être les consommables. Après, il y a les consommables, effectivement, après, c'est les consommables personnels. Okay. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a été conçu, bon, après il a été aménagé pour pouvoir travailler correctement, on va dire.
mais il a été conçu, les locaux, de façon à être en surpression, c'est important, comme tout bloc. Bon, là, on est en période un peu off, parce que les blocs sont fermés, on fait que les préservations de fertilité en ce moment. C'est pour ça que vous n'avez pas vu grand monde. Donc, il a été conçu en surpression, donc il y a des normes. Là, on a à peu près 40 pascal entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une cascade de pression, c'est pour ça que là, on est dans un sas. Là, on peut se permettre d'être comme ça. C'est là où on va se changer quand on rentre. On va ouvrir, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a rien vraiment en cours. Donc, en fait, techniquement, donc c'est un labo en surpression où il y a tout un tas de filtres qui ont été mis en place de façon à la fois à éliminer les particules comme dans tout bloc opératoire et aussi à éliminer les composés toxiques. À côté, on a une route qui fait 1000 camions heure. Alors, on ne se rend pas très compte, mais je les ai comptés, moi. Je l'ai vérifié, et c'est clair. J'ai compté, enfin, je peux rester une heure, mais j'ai fait des échantillons. Il y a vraiment donc une pollution incroyable. Et donc tout a été, voilà, c'était dimensionné pour cela. Après on a fait des tests pour s'assurer que l'air était sain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de composés organovolatiles, tout ce qui est aldéhyde, tout ça, etc. Et c'était le cas. Donc on contrôle régulièrement cela. Et c'est très très important. Je crois que c'est un des éléments majeurs. Il se trouve que si vous êtes à côté d'une forêt, c'est pareil, c'est toxique. Parce que j'ai beaucoup lu là-dessus pour essayer de comprendre. Les routes, les forêts, tout ça, c'est pas bon. Voilà. Donc l'air, en fait, si vous voulez être, si vous voulez prendre le bon air ici, il faut venir ici. Passer, il y a du bon air, meilleur que par geste. Donc là, je vous montre un peu. Donc on a le laboratoire qui est organisé en différents postes de travail. Donc ça, en fait, tout est travaillé sous hotte. Donc les hottes, c'est des hottes à flux pour protéger donc, les gamètes et les embryons. D'accord. On a tout un tas de hottes, et hottes qui vont servir à congeler les embryons, d'autres à préparer les spermatozoïdes, d'autres à préparer les transferts d'embryons. Enfin, tout ça, ça se fait sous hotte. Et l'idée, c'est à chaque fois, il faut que vous avez pas ça. Donc, donc il y avait deux choses. Là-bas, ce qu'on n'a pas vu, c'est la gestion. Là-bas, il y a la gestion de l'azote. Là-bas, il y a la gestion de l'azote liquide. Donc l'azote liquide, il faut qu'il puisse arriver sur place. Donc il faut définir comment on fait, etc. Et là, ici, il y a les gaz. Les gaz, on a de l'azote, on a du CO2. Donc ça permet de faire l'environnement des embryons. Parce que quand on fait la culture embryonnaire, on est sous ce qu'on appelle en hypoxie. On est sous 5% d'oxygène. Vous vous rappelez que dans l'air, il y a 20% d'oxygène. Les embryons, ils aiment 5% d'oxygène. Donc on est sous 5% d'oxygène pour ça. Vous voyez, il y a des tuyaux là avec trois gaz. Donc il y en a un, c'est du CO2, un c'est du N2, et un c'est déjà un mélange, puisqu'il y a des endroits où on a besoin d'arrêter. Ça pareil, dans les choix, etc. Tout ça c'est des choix, comment on s'approvisionne. Là on a choisi un truc pour être sûr de ne pas, faut réfléchir à ça, quand même. Pas tomber, ça ne veut pas dire être dans l'excès, mais pas tomber, on ne peut pas se permettre de tomber en panne de gaz. Voilà. Je ne peux pas vous raconter toutes les histoires qui sont passées en France, mais partout c'est arrivé. Bien sûr. Et donc il faut vraiment, quand on va réfléchir à tout ça, il faut trouver des solutions adaptées à l'environnement, adaptées au... Quand même, il ne faut pas faire de la surqualité, ça ne marche pas la surqualité, vous savez ça, l'argent il faut le mettre où il faut. Et donc voilà, là on a eu des contraintes parce que les gaz ils sont, je ne sais pas si le monsieur recteur vous montrerait, mais la plateforme de tous les gaz elle est assez loin, mais ils ont jugé que c'était un gros investissement, mais par rapport à tout le reste c'était pas beaucoup. Raison de sécurité, ils ont tout mis en bas. Exact. Voilà, donc il y a des choix comme ça qui vont se faire. Voilà. On ne peut pas répliquer un truc, enfin on peut répliquer quand on en a vu plein, mais il ne faut pas vouloir répliquer ce qu'on a vu à tel endroit parce que ça va dépendre. Il y a un centre que je ne peux pas citer mais qui est dans un 8e étage. Ils ont voulu faire remplissage automatique des cuves. Je crois que l'action air liquide a pris grâce à eux parce que ça consomme tellement pour faire monter que c'était pas un bon choix. Enfin, ils ne savaient pas, c'est facile à dire après. Voilà, il faut faire les choix adaptés.
D'accord. Donc là, on n'a pas besoin là, on n'a pas une surface très très grande. On n'a pas besoin forcément d'une surface énorme. Mais il y a des exigences. Voilà. Exact. Là, par exemple, la deuxième tentative qu'on a faite, bébé. Ça a été notre... là, on a tout validé. Si on a un bébé avec plein d'embryons congelés, on est tranquille. Voilà. Moi, j'ai toujours fait les deuxièmes. J'ai fait 400, le deuxième bébé. La première, j'ai dit ne venez pas. Voilà. C'est bon pour vous? Très bien. Vous savez tout? Oui, c'est bien. Voilà. On va sortir là. Bon, on va suivre avec intérêt les élections, hein, sur le ciel. Absolument, absolument. Il faudra que, après la victoire, qu'on mette les soutiens en haut. Avec plaisir. Voilà, qu'on aime. Voilà, je me promets, je mettrai une cravate comme la vôtre. Merci beaucoup. De toute façon, vous serez à l'investiture. Vous viendrez. Voilà. Vous serez. D'accord. Je vous souhaite tous les succès. Merci beaucoup. Merci. Alain, merci de m'avoir Je t'en prie, permis de visiter. Je sais que tu es aussi quelqu'un qui aime bien l'Afrique. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Merci. Vous avez des questions? Nous allons peut-être faire une photo. Avec plaisir. Ici, là. Je n'osais pas vous demander, je suis le président de... Voilà. Poignée de main aussi. Voilà. Vous aurez une photo? Bien sûr, bien sûr. Je les enverrai D'accord. Ok. Et je vous enverrai certainement. Je vais lui envoyer une plaquette. Oui. Comme ça, il pourra peut-être aller dans le site voir et puis il aura mes coordonnées aussi. Ok. Avec plaisir. Je promets la cravate. Fallait prévenir. Bonjour. Je vais savoir tout le monde, hein. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. C'est pas grave. Très bien. Un grand hôpital. Et des services spécifiques. Pas de souci. Ouais. Moi, je m'occupe de tout ce qui est secteur enfant. Ok. Donc, notre pôle, c'est les femmes, les mères et les enfants. Mais on est tellement gros qu'on est coupé en deux. Ok. Donc, on a les enfants d'un côté et femmes-mères de l'autre. Ok. Femme-mère, ça va être gynéco, maternité. Vous avez été voir la PMA. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est enfant, donc pédiatrie, urgence pédiatrique et néonatologie. On a un gros secteur aussi. Voilà, et de la pédopsychiatrie, mais c'est en extra-hospitalier. Donc si vous voulez, on peut aller visiter la pédiatrie. Bien sûr. D'accord? C'est par là? Merci. Oui, on a une salle de jeu, on a des salles de psychomotricité. Voilà, c'est toutes des chambres individuelles. Tous les enfants sont tout seuls. Là, vous verrez, il n'y a qu'une partie qui est ouverte. Donc ici, vous êtes sur l'unité des 0-12 ans. Ok, 0-12? Oui. Et après, on a les adolescents de l'autre côté. Mais sur l'été, c'est fermé. Donc on rapatrie les quelques adolescents qu'on a ici. Et ils sont numérotés. Voilà. Sur l'été, on n'a que 14 lits d'hiver. Et sur l'hiver, on monte jusqu'à 18. Voilà. Sur l'hiver, on a des épidémies de grippe, de gastro-entérite, de bronchiolite. Voilà. Voilà un petit peu nos chambres. Donc là, on a mis un berceau bébé, mais en fait, ils sont complètement adaptables. On va changer le lit en fonction de l'enfant. On a dans chaque chambre un fauteuil qui se déplie parce que oui, vous pouvez rentrer. On laisse la possibilité aux parents de rester. Alors, c'est et la possibilité et aussi, entre guillemets, on est obligé de laisser les parents présents 24 heures sur 24. Voilà. Je continue à vous montrer le service. Donc voilà, donc c'est pareil, vous avez des chambres. On a une cuisine en fait où les enfants peuvent manger ensemble, ou ils vont manger dans leur chambre, ça dépend un petit peu du mode d'accompagnement des enfants. Mais tout est individualisé dans tous les cas. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu l'unité ado, même si elle est fermée, pour que vous voyez un petit peu comment c'est au niveau des locaux. Bonjour. Donc ça, c'est la salle de soins des enfants. Donc là, c'est la salle où l'éducatrice spécialisée va faire toutes les activités avec les enfants.
Donc autour de, ça peut être des jeux de société, mais l'idée c'est pas forcément de faire le jeu de société, c'est d'essayer de créer une relation voilà, entre les adolescents et l'adulte. Après il va y avoir beaucoup de loisirs créatifs, mais il y a toujours un intérêt en fait, donc on va leur demander de créer quelque chose. Voilà, c'est eux qui ont décoré la pièce. Il y a ce tableau aussi qui à chaque semaine est mis à jour quand ils sont présents. Donc voilà, c'est eux aussi qu'on fait. Donc on a une artiste qui les accompagne. Donc elle fait des ateliers avec eux et c'est les adolescents qui font ça. Donc l'année dernière, on a fait une exposition dans le couloir principal de l'hôpital au 0, là où tout le public est là en fait. Et il y avait une exposition et c'était vraiment bien. Oui, non, franchement. Puis c'est eux en fait. Donc ils ont un intérêt à... Voilà, c'est une fierté pour eux, c'est pour essayer de leur redonner confiance en eux et voilà, leur montrer qu'ils sont capables tout à fait de faire des choses et voilà, d'évoluer. On est centre d'examen, donc cette année on a eu des bacheliers et des enfants qui ont passé le brevet aussi. Donc on les met en condition de la même manière. Souvent, ils ont des aménagements avec une durée un peu plus longue, mais c'est très réglementé. Et voilà, on a eu nos bacheliers de cette année. Donc voilà. Et donc la fameuse cabine téléphonique, parce qu'ici, il n'y a pas de portable. Pardon, madame, excusez-moi. Donc la réanimation, les soins intensifs et la néonate. Donc plus ça va, plus on se rapproche de la santé mentale. Donc on n'a pas que des chambres simples, on peut avoir des chambres doubles. Bonjour, je fais une petite visite. Donc on a des chambres simples, on a des chambres doubles, on va avoir des chambres triples. Dans les chambres triples, on ne met que les triplés. Voilà, et on les adapte un petit peu en fonction des mamans qui allaitent, des jumeaux. On a beaucoup de jumeaux, beaucoup de triplés qui naissent prématurément. Donc ça, c'est l'espace cuisine des parents. Ils peuvent apporter leur repas, faire réchauffer. Et ensuite, ils ont une grande salle à manger. Et les infirmières et les auxiliaires aussi mangent. Je fais une petite visite. Voilà, le personnel de l'unité. Donc ils ont une grande salle à manger où on peut aussi accueillir les fratries quand ils viennent visiter leurs frères ou leurs sœurs. Voilà. Donc ouais, c'est bien parce qu'on a des grands espaces, vous voyez. Là, le bébé il est tout seul. Il a une grande chambre. Il y a toujours un sofa pour pouvoir accueillir le papa ou la maman qui se déplie. Voilà. On est obligé de mettre un petit peu des règles, hein, parce que sinon les parents dorment toute la journée. Donc on leur dit non, on replie à 8h et on fait notre vraie journée. Voilà. Et le bébé reste. Le bébé reste. Tout seul. Et les parents peuvent rester c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Je vais vous amener parce que là on vient d'ouvrir un bel espace sur la terrasse. Ça a été voilà, donc en fait on a une cadre qui a monté un projet depuis longtemps. Cet espace il était inexploité, on n'avait pas trop le droit de monter dessus à vous il y a plein de fils. Donc on est en train de créer des espaces pour que les familles puissent sortir avec leurs enfants. Donc là elles ont un espace plutôt de détente. Ici elles peuvent manger. Et là ils sont en train d'aménager, donc il va y avoir un espace avec des tapis au sol pour pouvoir faire de la sonorisité dehors. Et voilà. Là tout est replié parce qu'il ne fait pas trop de mais on a des toiles d'ombrage, on a des grands parasols. Et en fait depuis qu'on a ouvert, les parents ils se sont saisis de ça. Et on a une super équipe de jardinage qui nous a permis de rendre les choses jolies. Parce que c'était très ferraille et très gris. Et en fait ils nous ont créé de la décoration pour cacher tout ça. Et tout de suite ça. C'était un petit peu comme le côté là. Oui, enfin même pas, il n'y avait même pas les... Ouais comme ça, tout ferraille. Donc c'est pas très joli. Voilà. Mais c'est pas encore fini en plus. Voilà. Et ça donne envie, ça a été nettoyé, ça a été... Voilà. On ne pouvait pas s'en saisir. Mais c'est assez sympa et puis du coup les parents ils viennent un peu plus souvent. L'idée c'est de leur donner envie de se mettre avec des décos, des choses comme ça. Donc ça change un petit peu du côté hôpital. C'est sûr que quand on passe des urgences du service de la gériatrie et qu'on les Et voilà. Ça c'était super. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah bah écoutez, et du coup on continue la visite, c'est ça? Vous continuez la visite? On continue la visite.
Et on compte sur vous aussi pour nous apporter une bonne expérience. Parce qu'avec Alain, je pense qu'on va mettre en place Un partenariat? voilà, un partenariat D'accord. pour aider à développer ce côté sanitaire. D'accord. Voilà, donc On l'avait déjà fait en plus en néonat, on avait des gens qui étaient venus, alors je pourrais plus vous dire de quelle contrée, voilà, mais on avait travaillé avec eux parce qu'ils ouvraient une néonat dans leur pays, et ils étaient venus voir un petit peu comment on faisait. Alors c'est sûr que du coup nos infirmières à nous, quand elles ont entendu les infirmières qui leur racontaient quel matériel elles avaient, elles se sont dit ouf, on a trop de chance en fait. Ben oui, on a trop de chance, oui. Parce que nous, on a un incubateur par enfant. Une petite photo. oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je sais pas où elle était. Oui, on a le droit peut-être avec les photos des enfants. C'est que tu... Il y a les décorations? Oui, les décorations. Vous voulez? Oui, vous voulez là-bas, il y en a du temps. C'est la presse. Alors, C'est une ça. photo, encore une photo. Je vous remercie. C'est moi. Et puis à bientôt alors. À très bientôt. Bonne visite à vous. Merci beaucoup. Merci Alain. Au revoir. Ça, c'est multispécialité. Ils définissent toutes les spécialités. Il y a des hôpitaux de jour qui sont dédiés, l'onco-hémato, c'est juste pour ça. C'est très très différent. Il y a plusieurs unités d'HDJ en fait. C'est pas qu'une seule unité. On va rentrer. Alors, ici, les gens viennent